Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'adage, de la règle Infans Conceptus. On va voir dans cette vidéo tout ce qu'il faut savoir sur ce thème pour obtenir une bonne note en examen. C'est parti! Alors on va voir ça en deux parties. D'abord la première partie, on va voir le principe. L'embryon et le fœtus sont des choses et non pas la personnalité juridique. Rassurez-vous, on va passer un peu moins de temps là-dessus, c'est juste que c'est nécessaire pour comprendre l'adage Infans Conceptus. Mais on va surtout passer du temps sur le deuxième point. L'embryon peut, par exception, acquérir la personnalité juridique grâce à l'adage Infans Conceptus. Et là, on va voir en détail l'adage Infans Conceptus. Alors le principe d'abord, l'embryon et le fœtus sont des choses et non pas la personnalité juridique. C'est important de le comprendre puisque l'adage Infans Conceptus constitue une exception à ce principe. Alors, quelques définitions rapides, je pense que vous le savez déjà, mais l'embryon c'est un fœtus, mais au stade précoce de son développement, c'est-à-dire vers les 6 à 8 premières semaines qui suivent la fécondation de l'ovule. Et un fœtus, c'est le produit de la conception à partir de la 6e ou de la 8e semaine de grossesse. Bref, on passe là-dessus. Alors, l'embryon et le fœtus sont qualifiés juridiquement de choses. C'est important de le comprendre. Et cette affirmation résulte de plusieurs fondements, plusieurs textes du Code civil. Premier fondement, l'article 16 du Code civil. Cet article 16, vous le voyez ici, il désigne le fœtus et l'embryon, il les range dans la qualification juridique d'être humain. Si le législateur avait voulu en faire des personnes, il aurait dit le respect de la personne humaine. Mais il va utiliser le terme d'être humain pour désigner à la fois la personne humaine et à la fois l'embryon et le fœtus. Donc le fait qu'ils choisissent expressément de ne pas les qualifier de personnes et d'utiliser le terme être humain fait qu'en réalité, l'article 16 du Code civil classe l'embryon et le fœtus dans la catégorie de choses. Deuxième fondement, c'est que tout simplement, vous avez plusieurs conditions pour acquérir la personnalité juridique qui résultent de 3 articles du Code civil. Pour avoir la personnalité juridique, c'est-à-dire pour être une personne, il faut d'abord être un être humain. Seuls les êtres humains peuvent bénéficier de la personnalité juridique, c'est ce qui fait qu'on exclut les animaux de la personnalité juridique. Mais il faut aussi être né vivant, et être né vivant et viable. Bref, l'embryon et le fœtus ne répondent pas à ces conditions puisque l'embryon et le fœtus ne sont ni nés vivants, ni nés vivants et viables. Et on a un principe en droit civil, un principe important qui est le principe de la summa divisio. Selon ce principe, le droit français se structure autour d'une distinction fondamentale entre les personnes et les choses. C'est-à-dire que tout ce qui n'a pas la personnalité juridique, tout ce qui n'est pas qualifié de personne, va être classé dans la catégorie de choses. Or, on l'a vu juste avant, l'embryon et le fœtus ne sont pas classés dans la catégorie de personnes, ça résulte de plusieurs textes du Code civil, donc ce sont des choses. Et alors, quelles sont les conséquences de ça, d'être qualifié de choses et pas de personnes? Ça signifie que l'embryon et le fœtus, contrairement à des êtres humains qui ont la personnalité juridique, ne peuvent ni être titulaires de droits, ni assujettis à des obligations. Là, je vous ai pris quelques exemples, mais par exemple, les textes concernant l'interruption volontaire de grossesse, si on reconnaissait la personnalité juridique au fœtus, ça risquerait de remettre en cause les textes sur l'interruption volontaire de grossesse. Puisque là, pour l'instant, on considère que l'embryon et le fœtus n'ont pas la qualité de personne humaine, on peut pratiquer des interruptions volontaires de grossesse. S'ils avaient la personnalité, ça serait quand même plus problématique puisque ça reste quand même un acte de tuer un fœtus ou un embryon. Vous avez aussi certaines décisions de la Cour de cassation qui, prenant acte du fait que l'embryon et le fœtus ne sont pas qualifiés de personne par le législateur, considèrent qu'une personne qui provoque la mort d'un fœtus ne peut pas être reconnue coupable d'homicide au sens de l'article 221-6 du Code pénal. Ce qui signifie que, par exemple, si une personne renverse une femme enceinte et tue l'enfant, cette personne-là ne pourra pas être reconnue coupable d'homicide puisque le fœtus n'a pas la personnalité juridique. Bref, je suis passé volontairement rapidement dessus puisque le but de cette vidéo, c'est de voir l'adage Infans Conceptus. L'adage Infans Conceptus, en fait, ça va prendre à revers tout ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire que, par exception,
l'embryon va pouvoir acquérir la personnalité juridique grâce à cet adage. Alors on va voir l'intérêt et les fondements de ce principe. Donc selon ce principe, c'est la définition que vous devez ressortir si vous avez un cas pratique, l'enfant est considéré comme né chaque fois qu'il s'agit de son intérêt. Il s'agit d'une fiction juridique, puisque en réalité, l'enfant, on va faire comme s'il avait la personnalité juridique, alors même qu'il n'est même pas encore né. Donc c'est pour ça qu'on parle de fiction, on va attribuer la personnalité juridique à un enfant qui n'est pas encore né. La Cour de cassation, elle a induit ce principe de plusieurs dispositions du Code civil relatives à la succession et à la donation. Et vous allez comprendre pourquoi. Retenez aussi que ce principe, aujourd'hui, c'est un principe général du droit, ce qui lui confère une importance particulière. Alors, ce principe, il a été induit d'abord de l'article 725 du Code civil sur la succession. Vous avez le texte ici. Et il a été induit aussi de l'article 906 du Code civil sur la donation. Donc donation et succession. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce que vont nous dire ces articles ici, c'est que, par exemple, lorsque une personne décède et que s'ouvre une succession pour recevoir la succession, en principe, pour recevoir la succession, il faut avoir la personnalité juridique, c'est-à-dire qu'il faut au moins que vous soyez né, vivant et viable. Mais imaginez par exemple que un parent, vos parents décèdent alors que vous êtes, enfin votre père par exemple décède alors que votre mère est simplement enceinte de vous. Vous n'êtes pas encore né, donc théoriquement vous ne pouvez pas recevoir la succession. Mais grâce à cet adage, on va considérer que vous allez pouvoir quand même, si vous naissez par la suite vivant et viable, recevoir la succession. C'est-à-dire qu'on va faire comme si, alors même que vous êtes simplement conçu, c'est-à-dire que vous êtes à l'état d'embryon, de fœtus, on va vous conférer la personnalité juridique et donc vous allez avoir les attributs liés à la personnalité juridique, les droits liés à la personnalité juridique et en l'occurrence là, vous allez pouvoir recevoir la succession. C'est la même chose pour la donation. Mais il y a des conditions. Comment on fait pour que cet adage infans conceptus puisse s'appliquer ? Première condition, l'enfant est considéré comme né uniquement s'il s'agit de son intérêt. Ce que je vous disais, par exemple, sur la succession, si vous voulez recevoir une succession alors même que vous n'êtes pas encore né, il va falloir que ça soit dans votre intérêt. Par exemple, quand je dis qu'aucune obligation ne peut être imposée, ça n'est pas dans l'intérêt d'un enfant qui n'est pas encore né de recevoir des dettes. C'est pour ça que cet adage, en fait, est favorable à l'enfant. Mais de quel type d'intérêt il peut s'agir ? On le verra plus en détail à la fin de la vidéo avec des exemples issus de la jurisprudence. Mais par exemple, imaginez que votre mère est enceinte de vous. Imaginez que votre père décède d'un accident au travail, par exemple. Et votre mère, une fois que vous êtes né, décide d'engager un procès pour obtenir des dommages et intérêts contre l'entreprise du fait du décès de votre père. Votre mère va pouvoir en plus demander, pour vous, en qualité de représentante légale, la réparation de votre préjudice moral, du fait que votre père a été tué avant votre naissance. Et donc vous voyez ici que c'est une fiction, puisque au moment du décès de votre père, vous étiez simplement conçu, vous n'étiez même pas né, et pourtant vous allez pouvoir demander la réparation de votre préjudice. Mais pareillement, ça vous permettra, ce qu'on a vu avant, de recevoir une succession. Si vous n'êtes pas encore né au moment de l'ouverture de la succession, théoriquement, vous n'y avez pas le droit. Mais là, on va considérer que si ça va dans votre intérêt, que vous allez pouvoir recevoir la succession ou recevoir une donation. Ça, c'est la première condition. Il faut que ça soit dans l'intérêt de l'enfant à naître. Deuxième condition, l'enfant doit naître vivant et viable par la suite. C'est logique. On ne va pas conférer des droits à un enfant si cet enfant n'a jamais eu la personnalité juridique et n'est jamais né vivant et viable. Donc naître vivant, qu'est-ce que ça veut dire ? On considère qu'on est vivant dès lors que l'enfant a respiré. Première respiration, ça suffit pour naître vivant. Viable, c'est l'aptitude à vivre en dehors de l'organisme maternel. C'est ce qu'on appelle la viabilité ex utero. Donc est viable l'enfant pesant au moins 500 grammes ou né après 22 semaines d'aménorrhée, indépendamment de tout autre critère. Ça, ce sont des critères qui sont posés par une circulaire du 22 juillet 1993 qui, en réalité, reprend des critères posés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et enfin, troisième condition, qui est une condition logique, l'enfant doit être présumé conçu
au moment de l'événement en question. Alors je m'explique. Là ici on pose simplement une limite temporelle. Imaginez qu'une succession s'ouvre. On ne va pas permettre à l'enfant de recevoir cette succession si l'enfant est né par exemple 4 ans avant l'ouverture de cette succession. On va donc poser une limite temporelle et on va considérer que l'enfant a été conçu dans la période qui va du 300e jour au 180e jour avant la naissance. C'est une règle qui est posée par l'article 311 du Code civil. Par exemple, imaginons un enfant qui est né le 30 novembre 2020, on va pouvoir présumer que sa conception a eu lieu entre le 1er février 2020 et le 1er juin 2020. Ce qui fait que si l'ouverture de la succession a lieu pendant cette période, pendant laquelle il est présumé avoir été conçu, eh bien, il va pouvoir recevoir la succession. Alors qu'est-ce qui se passe si, par exemple, la succession en réalité a été ouverte avant février 2020 ? Eh bien, on pourra toujours prouver que l'enfant a quand même été conçu puisque c'est une présomption simple. C'est-à-dire qu'on peut rapporter la preuve contraire. Mais en pratique, ça va quand même être assez délicat de rapporter la preuve contraire puisque prouver qu'on était conçu, parfois ça implique des constatations médicales, des expertises assez compliquées. Alors les effets juridiques du principe de l'infans conceptus et on touche à la fin. L'enfant est simplement conçu et considéré comme s'il était né et bénéficie de la personnalité juridique. Mais il s'agit d'une personnalité partielle, comme je le disais au début de la vidéo, puisqu'il ne peut pas recevoir d'obligation. Et donc, à quoi sert cet adage? Quels sont les effets? Je vous l'ai dit, ça lui permet par exemple de recevoir une succession ou une donation. Mais il y a aussi d'autres exemples, et des exemples que vous devez connaître, puisque ce sont des exemples issus de la jurisprudence. Premier exemple, l'adage infans conceptus va permettre d'obtenir une majoration de la rente. Là, ici, c'était un homme qui avait souscrit un contrat d'assurance vie qui prévoyait qu'en cas de décès, la compagnie d'assurance lui verserait le paiement d'une certaine somme qui serait majorée de 30% par enfant à charge vivant au foyer de l'assuré. Donc concrètement, imaginez par exemple, vous faites un contrat d'assurance vie, vous décédez, le contrat prévoit que l'assurance va verser par exemple 10 000 € à votre famille. Et le contrat prévoit en outre que si jamais vous avez des enfants, l'assurance ne versera pas 10 000, mais 30% de majoration par enfant. Donc par exemple, 30% de 10 000, ça ferait 13 000. Si vous avez 2 enfants, ça ferait 16 000. Donc votre famille ne récupérera pas seulement 10 000, mais 16 000 € si vous avez 2 enfants au moment de votre décès. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment du décès de l'homme, il avait 0 enfant. Donc théoriquement, il aurait dû ne recevoir aucune rente. Sa femme, par contre, attendait un enfant. C'est-à-dire que l'enfant était conçu. Et donc, en vertu de cet adage ici, la Cour de cassation considère que la femme devait percevoir la majoration de 30% prévue par le contrat, alors même que les enfants n'étaient pas nés au moment du décès de l'homme. Deuxième exemple plus récent, c'est un père qui avait été victime d'un accident mortel du travail alors que son épouse était enceinte. Ici, l'épouse a par la suite engagé une action pour demander la réparation de son préjudice personnel, mais aussi, en qualité de représentante légale, elle a demandé des dommages et intérêts pour réparer le préjudice de l'enfant, préjudice moral du fait que l'enfant grandit sans père. Et la Cour de cassation a reconnu la réparation du préjudice de l'enfant, alors même que l'enfant, au moment du décès du père, était simplement conçu, n'était pas encore né. Donc l'adage infans conceptus permet aussi d'obtenir la réparation de votre préjudice, alors même que vous êtes simplement conçu. Enfin, un dernier exemple plus récent, c'est un arrêt de 2020, donc qui est assez important. Ici, donc, c'était à peu près les mêmes cas qu'avant, sauf que l'homme était tué dans un accident de circulation, donc le 22 mai 2016. L'auteur des faits est reconnu coupable de meurtre. La compagne du défunt accouche d'un enfant un mois plus tard, le 29 juin 2016. Pareil, elle a demandé, en qualité de représentante légale, la réparation du préjudice moral de son fils et l'a obtenue, alors même que l'enfant, au moment du décès de son père, était simplement conçu et n'était pas encore né. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Quant à moi, je vous dis bon courage pour vos révisions ou pour vos examens. Bye.